On est en 1350 et le soleil se lève sur la ville de Londres, dévoilant un immense enchevêtrement de bois et de pierre qui exhale une odeur de mort et de pourriture. Pour un regard moderne, ce décor n'a rien de chevaleresque ni de romantique. C'est une zone biologique, dangereuse, aux proportions terrifiantes. Un individu venu du XXIe siècle n'y survivrait probablement pas une seule journée. Son système immunitaire s'effondrerait en quelques heures dans cet environnement hostile. L'air lui-même agit comme une arme, saturé de la fumée de milliers de feux de bois et des vapeurs toxiques provenant des tanneries et des fours à chaud. La notion d'air pur n'existe pas dans cette métropole d'environ 40 000 habitants, entassée dans un espace à peine plus vaste qu'un terminal d'aéroport moderne. La première agression sensorielle est l'odeur. Un mur physique composé d'ordures en décomposition, de carcasses animales et de déchets humains. Les rues ne sont pas pavées d'or, mais d'un mélange de boue et d'excréments appelés muck, montant jusqu'aux chevilles des passants. Aucun système d'égout n'évacue la saleté. Elle s'accumule dans des rigoles ouvertes, au centre des ruelles étroites et tortueuses. Les habitants vident simplement leur pot de chambre par les fenêtres supérieures, souvent sans prévenir, transformant une promenade dans Cheapside en véritable roulette russe. Un visiteur moderne chercherait instinctivement de l'eau pour se nettoyer. Mais ici, l'eau apporte la mort plutôt que la vie. La Tamise, grande artère de la cité, sert à la fois de source principale d'eau potable et de décharge pour les déchets d'abattoirs et les égouts. Des microbes comme le choléra ou la typhoïde prospèrent dans ce liquide. Des tueurs invisibles capables d'anéantir l'intestin d'un humain habitué à l'eau chlorée. Les habitants savent qu'il vaut mieux éviter de boire directement cette eau. C'est pourquoi ils consomment de la bière légère du matin au soir. L'alcool est le seul liquide relativement sûr, le brassage détruisant une partie des agents pathogènes. Mais cela signifie aussi que toute la population vit dans un état constant de légère ivresse. La nourriture n'est guère plus sûre. Sans réfrigération, viande et poissons commencent à pourrir dès l'abattage. Des bouchers peu scrupuleux tentent de masquer l'odeur avec des épices fortes ou en rinçant la vieille viande dans du sang frais pour lui redonner une couleur rouge. Manger une tourte de rue revient à jouer sa vie, parasites et bactéries infestant porc et bœuf. Même le pain quotidien peut rendre fou ou tuer. Un champignon appelé ergot pousse sur le seigle humide et provoque le feu de Saint-Antoine, avec hallucinations, gangrène et sensation de brûlure des membres. Si les dangers biologiques n'emportent pas l'étranger, les hommes s'en chargeront probablement. Londres est une ville d'extrême violence. Il n'existe pas de police moderne, seulement une garde urbaine corrompue, mal payée et dépassée. Les disputes de taverne se règlent au poignard. Un cadavre retrouvé au matin dans le caniveau n'est qu'une statistique de plus pour le coroner. Le taux d'homicide serait 50 fois supérieur à celui du Londres actuel, faisant de la ville l'un des endroits les plus dangereux du monde connu. Des bandes de serviteurs armés au service de nobles patrouillent librement comme des armées privées, n'obéissant qu'à leur maître. Croiser le regard du mauvais homme ou ne pas céder le passage peut mener à un coup de couteau fatal. Au coucher du soleil, la ville subit une transformation terrifiante. Elle devient un royaume d'ombre totale. Aucun éclairage public, seulement les torches vacillantes des guetteurs et la faible lueur derrière les volets clos. La cloche du couvre-feu annonce la fermeture des portes.
Les citoyens honnêtes doivent rester chez eux. Toute personne dehors après la nuit est immédiatement suspectée d'être voleur, meurtrier ou espion. L'obscurité dissimule fossés profonds et berges friables. Un faux pas peut précipiter un passant dans l'eau glacée de la Tamise. Même survivre à la chute ne suffit pas. Les lourds vêtements de laine agissent comme une ancre, entraînant la victime vers la vase. Pour les malades ou blessés, la médecine est souvent plus effrayante que la maladie. Les médecins suivent la théorie des 4 humeurs: sang, flegme, bile jaune et bile noire. Le remède universel est la saignée, pratiquée par des barbiers chirurgiens avec des lames non stérilisées sur des patients déjà affaiblis. Une appendicite ou une infection banale n'y trouve aucune pitié. Seulement une intervention douloureuse, presque toujours fatale. La chirurgie se fait sans anesthésie, au mieux avec une éponge imbibée d'opium et de ciguë, aussi capable d'arrêter le cœur que d'atténuer la douleur. Les hôpitaux, comme Saint-Barthélemy, ne sont pas des lieux de guérison, mais des antichambres de la mort, où les malades partagent un lit à 2 ou 3. Le feu constitue une autre menace permanente. La ville entière est un gigantesque tas de bois sec prêt à s'embraser. Maisons en colombage enduites de pois, toits de chaume, constructions si proches que les voisins peuvent se serrer la main par la fenêtre. Une chandelle tombée ou une étincelle de forge suffit à dévorer un quartier en quelques heures. Pas de pompiers, seulement des seaux de cuir et des crocs pour abattre les maisons afin de créer des coupe-feux. Le système judiciaire est rapide et brutal, sans présomption d'innocence. Les prisons comme Newgate ou le Clink sont des enfers où les détenus doivent payer nourriture et chaînes. Ceux qui ne peuvent pas meurent de faim dans l'obscurité. Les exécutions publiques sont des spectacles populaires, pendaisons, décapitations ou bûchers à Tyburn et Smithfield. Les têtes des traîtres, goudronnées, sont exposées sur le pont de Londres, leurs orbites vides fixant les voyageurs. Rappel du pouvoir absolu de la couronne et du peu de valeur de la vie humaine. L'étiquette sociale est un champ de mine. Une erreur peut entraîner exclusion ou punition physique. Les lois somptuaires dictent tissus et couleurs selon le rang. Porter la mauvaise fourrure ou un violet réservé à la noblesse peut mener à l'arrestation. La hiérarchie est rigide, du lord maire jusqu'au plus humble vidangeur, nettoyant les fosses d'aisance. Ces derniers plongent dans les vapeurs suffocantes pour extraire les déchets nocturnes. Travail abominable, mais vital pour la survie précaire de la ville. Le danger le plus grand reste invisible. La peste toujours tapie. Les rats noirs dans les charpentes et les puces dans la literie en sont les vecteurs. Sans antibiotiques, une simple piqûre provoque un bubon enflé, puis fièvre, délire et mort en quelques jours. L'étranger du futur n'a aucune immunité contre ces bactéries anciennes. Le Londres médiéval est une surcharge sensorielle, contraste extrême entre richesse marchande et misère. Les étoffes d'or brillent à quelques pas des mendiants, montrant leurs plaies. Le bruit est assourdissant. Cloches d'église, roues ferrées sur pavés, cris d'animaux et appels des marchands ambulants. Une ville qui ne dort jamais, animée par le commerce, l'avidité et la lutte pour survivre. Y survivre exige des compétences particulières, une immunité endurcie et une mentalité impitoyable qu'un humain moderne ne possède pas. Les 24 heures se termineraient probablement par la mort du voyageur dans une ruelle, victime de maladies, de violences ou d'accidents. La prise de conscience est brutale.
Le passé idéalisé était en réalité un cauchemar dystopique. Les ancêtres qui y ont vécu et fondé le monde moderne étaient des survivants d'une résistance exceptionnelle, dotés d'une robustesse largement perdue à l'ère du chauffage central et des supermarchés. Le Londres actuel demeure un monument à leur endurance, bâti sur des couches d'histoire et les ossements de ceux qui n'ont pas survécu. Depuis la sécurité du présent, on ne peut qu'admirer la ténacité humaine. Le Londonien médiéval faisait face à la mort chaque jour et trouvait pourtant le moyen de vivre, créer et prospérer au bord de l'abîme.